Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de La Guinée qui bouge. La Guinée qui bouge, vous le savez, c'est cette émission qui a toujours le plaisir de vous envoyer à la découverte de ceux qui font de belles choses pour la Guinée. Pour cette émission spéciale que nous vous proposons, nous allons vous envoyer sur les installations de la compagnie des bauxites de Guinée. Qu'est-ce que la compagnie des bauxites de Guinée a de mieux à offrir à la Guinée et à ses concitoyens? C'est dans ce reportage signé Tomou Traoré. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec son directeur général Souleymane Traoré, avec qui nous aurons à parler de long en large de cette entreprise. Aujourd'hui, dans cette immersion exclusive et inédite, je vous amène sur les installations du leader mondial de la bauxite, la compagnie des bauxites de Guinée. Dans ce grand format, nous allons vous montrer que la CBG fait bien plus que de la bauxite. Elle est surtout une entreprise citoyenne et responsable avec un visage humain. Créée le 1er octobre 1963, la compagnie des bauxites de Guinée est aujourd'hui la plus ancienne des compagnies minières en terre guinéenne. Située à Sangaredi, au nord-ouest de la Guinée, la CBG est la seule entreprise minière locale avec 49% de part d'action de l'État et les 51 autres pourcents pour Alco Mining, faisant d'elle la plus guinéenne des industries minières. Depuis le début de ses opérations, en août 1973, elle a pu exporter sur le marché mondial plus de 500 millions de tonnes de bauxite. Près de 60 ans après sa création, la CBG s'est fortement modernisée avec des innovations majeures, se mesurant ainsi aux standards les plus élevés au monde en termes de santé, sécurité et de respect des normes d'éthique environnementale et sociale, notamment celles de la Société financière internationale SFI. Dans un environnement aujourd'hui de concurrence rude, si nous sommes dans une posture de conformité avec la loi, je pense que c'est un avantage compétitif pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique, quand on a voulu faire le projet d'extension, nous sommes allés vers les grandes institutions de financement telles que la SFI, la Société financière internationale, et la SFI, comme d'autres structures, ont accepté de nous accompagner et nous ont prêté de l'argent. Vous imaginez, c'est la crédibilité de la compagnie qui amène à faire ça. Et pour nous, c'est un gros avantage compétitif que nous avons dans ce milieu aujourd'hui. CBG a cherché à s'aligner, à aligner ses politiques et ses procédures sur les standards les plus élevés à la matière. Alors CBG a placé les employés, le capital humain en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les employés sont le moteur du système. Donc nous faisons en sorte que tous les travailleurs qui quittent sains à la maison rentrent aussi sains à la maison, sains et saufs pour pouvoir s'occuper de leur famille. La santé, la sécurité, l'environnement, le respect de la communauté, c'est des valeurs cardinales de l'entreprise qui ne sont pas négligeables et qui ne sont pas négociables. C'est ça, c'est ce qui fait que nous prenons l'homme, le capital humain, en premier. Le capital humain est un véritable sacerdoce à la CBG. L'entreprise compte à ce jour un peu plus de 2200 emplois directs, ce qui fait de la compagnie des bauxites de Guinée un des plus grands employeurs après l'État guinéen, avec à la clé des conditions de travail absolument compétitives. Nabi Moussa Silla, directeur des ressources humaines de la CBG, témoin des nombreuses mutations survenues ces dernières années, est sûr d'une seule chose: la CBG a su résister au temps et à la rude concurrence uniquement grâce à l'importance accordée à son capital humain. Aujourd'hui, nous employons plus de 2400 employés en charge directe et indirectement plus de 5500 employés. Si la CBG a maintenu sa performance, c'est grâce au développement de son capital humain. On dit bien sûr, comme vous venez de le dire, que la CBG fait plus que de la bauxite, c'est vrai, ça se ressent. C'est aujourd'hui un atout social pour la Guinée. Il faut comprendre là qu'on développe les ressources guinéennes. C'est une entreprise aujourd'hui de ce niveau qui a plus de 99% de sa main-d'œuvre qui est guinéenne. 99%.
On n'a que 22 expatriés dans notre entreprise aujourd'hui. Toutes les fonctions essentielles qui sont occupées aussi par ces expatriés, on a mis des gens à côté pour leur développement. On accorde beaucoup plus d'importance au capital humain, à la CBG. Ma direction s'occupe de la maintenance, de la rénovation des maisons de la cité de Kamsar. Nous nous occupons aussi de l'assainissement, du voyage, du transport des employés, des missionnaires, des expatriés et des ayants droit. L'hébergement, la restauration et les loisirs et sports aussi à côté. La démarcation ici est que CBG détient des logements décents pour nos employés. Nous accompagnons les soins de santé. Nous accompagnons aussi, en tout cas, tout ce qui peut concourir à pouvoir vraiment faire en sorte que les employés et leurs familles soient dans des conditions meilleures, différemment des autres sociétés minières. En termes de projet, la CBG a déjà investi plus de 62 millions de dollars américains ces dernières décennies dans des infrastructures et services sociaux de base. Tous les villages ou presque dans la zone de concession de l'entreprise CBG, comme ici à l'école primaire Minel, située à Sangaredi, en ont bénéficié. L'école élémentaire de Minel, Sangaredi, a été construite par la CBG, la société CBG, en 1995. Les élèves partaient jusqu'à des kilomètres pour aller étudier. Ce n'était pas facile pour les parents et même pour les enfants. C'est une bonne chose parce qu'ils ont leurs yeux sur nous. Chaque fois, ils nous viennent en appoint. Regardez de 3 salles de classe, maintenant là nous sommes à 9 salles de classe et puis pour la sécurisation des élèves, leurs cours, c'est une bonne chose. Nous sommes à Sangaredi, la ville la plus réputée être la plus propre de la République de Guinée. La compagnie des bauxites de Guinée intervient ici dans plusieurs domaines communautaires. Une société privée de la place s'occupe justement de l'assainissement de plusieurs infrastructures sociales de base. Et c'est dans ce contexte que nous sommes rendus dans ce stade ici derrière moi pour constater l'effectivité de ce que fait la CBG sur le terrain. Pour nous y introduire, c'est l'équipe de Boubacar Ba chargée de la gestion de l'insalubrité de la ville de Sangaredi et qui bénéficie d'un appui de la CBG qui nous accueille. Nous disons merci à la CBG. Si ce n'était pas grâce à la CBG, Sangaredi n'allait pas être aussi propre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 48 agents sur le terrain, payés par la CBG. Nous, on ne fait que gérer. Les équipements logistiques, c'est la CBG. Le carburant, c'est la CBG. Le reste, nous faisons la gestion sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le stade qui était en nécessité. Il fallait envoyer une équipe ici pour défricher. La CBG intervient aussi dans le domaine du maraîchage et même la riziculture. À quelques kilomètres du centre-ville, nous voici sur le site de Silidara. Un site de 2 hectares réaménagé et un magasin de stockage grâce à l'appui de la compagnie des bauxites de Guinée. Un appui devenu bénéfique pour plusieurs groupements, comme c'est le cas de celui dirigé par Babou Bakar. Il y a de cela 3 ans qu'on a eu la chance d'être retenu. Et dans ces 3 ans-là, la CBG nous a accompagnés à travers leur partenariat avec Sissi Guinée. Avant l'arrivée de la CBG, on n'avait pas même un demi-hectare. Mais lorsque la CBG est venue avec Sissi Guinée, on a pu agrandir les demi-hectares en 2 hectares. Et la clôture a été réalisée, des infrastructures comme le magasin, des équipements pour l'arrosage, des motopompes, depuis ont été réalisés. Ça nous a permis d'augmenter la surface culturelle. Pour respecter sa vision de politique communautaire saine, la CBG a confié ce département à Asmaou et Boubacar Ba afin de promouvoir et développer les relations entre l'industrie minière et les communautés environnantes. Le département des relations communautaires assure la liaison entre les communautés locales et la compagnie CBG. Tout ce qui va vers
la communauté, de la CBG vers la communauté, passe par le département des relations communautaires et vice-versa. Plus qu'une réussite, aujourd'hui nous travaillons dans un environnement sain, nous travaillons dans un environnement convivial avec les communautés paisibles et nos opérations se déroulent normalement dans la sécurité. La CBG pense au bien-être de ses employés mais aussi au bien-être de ses communautés. C'est ce qui fait qu'on a mis en place un programme qui nous a permis d'investir près de 60 millions de dollars ces dernières décennies. Et plus récemment, on a mis en place un programme de 2,5 millions de dollars qui nous a permis de réaliser plusieurs programmes. Donc ce programme-là, il est annuel. Donc c'est un financement qu'on fait par an. Et dans ça, il y a 3 axes d'intervention. Il y a les infrastructures et les services sociaux de base. Il y a également les activités génératrices de revenus à travers le développement des AGR. Et à côté, il y a l'entrepreneuriat local. Et pour traduire sa position de leader mondial dans l'industrie de la bauxite, la compagnie des bauxites de Guinée travaille également à se donner un visage humain et écologique. Son intervention dans le domaine de l'environnement et de la biodiversité lui a permis de reboiser à date au moins 2000 hectares dans les plateaux miniers de Sangaredi, avec bien sûr les communautés riveraines et aussi le REB, entendez le réseau environnement bauxite. À la CBG, il y a certes la communauté, la santé-sécurité, le capital humain qui sont entre autres valeurs de la compagnie, mais contrairement aux autres compagnies minières, la CBG fait aussi de la question de l'écologie l'une de ses priorités. Nous nous trouvons à présent sur le site de Bitikoum, un site de 150 hectares qui a été justement entièrement reboisé par la compagnie des bauxites de Guinée, comme pour dire qu'à la CBG, on fait plus que de la bauxite. Nous sommes sur le site de Bidikoum del Fabro. Ça a été effectivement reboisé depuis 2000. Donc c'est le moment et le lieu de rendre hommage à notre défunt Elhadj Abouchouma. C'est son œuvre qui est là comme ça. Ici, il y a plus de 5 blocs qui ont été reboisés en 2020. Donc la totalité, ça fait 150 hectares. Si on ne vous dit pas que ça a été reboisé, vous allez dire que c'est naturel. Et pourtant, ce n'est pas naturel, c'est l'une des œuvres de la CBG en matière de reboisement. Du début jusqu'à la fin, les communautés riveraines sont impliquées, de la pépinière jusqu'à la plantation. Parce que la CBG a 3 grands sites de pépinières de production et ces pépinières, la production est assurée par les communautés. Ils sont formés, ils sont certifiés, attestés. Et à date, on a plus de 300 000 arbres plantés par la CBG. Le réseau environnement bauxite fonctionne sous l'égide de la Chambre des mines de Guinée. Il faut noter aussi son caractère collaboratif. Depuis sa création, nous sommes en partenariat avec des institutions nationales et internationales. Parmi lesquels on peut noter ici l'appui du programme des Nations Unies pour le développement basé en Guinée. Nous avons le projet Combo qui est là, qui évolue, avec lequel nous sommes en train de collaborer. La délégation québécoise à Dakar, et avec lequel on est en train déjà de développer un manuel de réhabilitation minière pour amener les bonnes pratiques au niveau de toutes les entreprises minières. Et tout ça est couronné par les meilleures pratiques avec les normes de l'AFC et les normes de l'Équateur qui est appliquées par les autres entreprises minières. À travers le REB, les entreprises sont en train d'être impliquées au niveau du développement de tout ce qui est programme, stratégie au niveau national et voire même international. Donc moi, je peux vous dire que c'est des paris que nous sommes en train de gagner maintenant. Le pari d'une entreprise minière avec un visage humain et un impact fort sur l'économie du pays, oui, puisqu'à date, la CBG en termes de chiffres concrets, c'est plus de 5,2 milliards de dollars américains d'apport aux revenus de l'État depuis sa création, 16 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure exportées chaque année, 2400 employés directs avec au moins 700 entreprises en sous-traitance. Quant au marché attribué à des entreprises guinéennes, la CBG met encore la barre un peu plus haute avec une bagatelle d'environ 114 millions de dollars américains. Pour les années à venir, la compagnie des bauxites de Guinée nourrit d'autres ambitions. Elle envisage dans ses perspectives relancer les projets de construction de raffineries d'alumine.
Un véritable défi auquel il faudra mieux se préparer et réunir toutes les conditions nécessaires pour y arriver. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur ce plateau de la Guinée qui bouge. Vous l'avez vu en immersion exclusive et inédite dans ce reportage de Tomo Traoré. L'entreprise, la compagnie des bauxites de Guinée a de mieux à offrir. Et on l'a vu, c'est une compagnie qui a un visage humain. Comment cela se passe sur le terrain? On en parle avec M. Souleymane Traoré. Vous êtes le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Souleymane Traoré, vous êtes le directeur de la CBG. Nos téléspectateurs vous ont certainement vu sur les images, mais aussi dans les installations de la compagnie des bauxites de Guinée. Mais on a envie de savoir un peu plus. Tout d'abord, je vous remercie, vous et vos équipes, de m'avoir invité dans cette émission. Pour parler de moi, en général, c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi. On l'imagine. Mais bon, je vais essayer. Effectivement, comme vous le dites, je suis Souleymane Traoré. Je suis directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée depuis janvier 2017. Avant de rejoindre la compagnie des bauxites de Guinée, donc la CBG, j'ai fait la plupart de ma carrière dans l'industrie pétrolière. Donc, à ma sortie, à la fin de mes études, j'ai commencé ma carrière comme auditeur chez Ernst & Young en Guinée. Après, j'ai travaillé 4 ans chez ExxonMobil et 10 ans chez Total. Chez ExxonMobil, j'étais directeur financier de la filiale en Guinée, donc Mobil Oil Guinée. Et puis après, j'ai été également, pendant cette même période, directeur délégué, directeur pays pour ExxonMobil. Après 3 ans dans ces fonctions-là, j'ai rejoint la direction audit groupe Afrique et Moyen-Orient de ExxonMobil où j'ai travaillé pendant 1 an. Ensuite, la filiale a été rachetée par Total Guinée, donc je suis revenu pour m'occuper de la fusion. À la suite de la fusion, j'ai été nommé directeur administratif et financier de la nouvelle entité fusionnée, poste que j'ai occupé pendant 2 ans, donc de 2006 à 2008. Ensuite, j'ai eu une affectation au siège du groupe Total à Paris, où j'ai occupé les fonctions d'auditeur senior au sein de la direction Audit Group au siège à la Défense à Paris. Et on sent que vous êtes quelqu'un qui est pétri de talent et d'expérience. Modestement, oui, je pense que j'ai une certaine expérience dans le domaine de l'audit, des finances et de la gestion. Donc en 2011, j'ai décidé volontairement de ne pas continuer l'expatriation. J'ai décidé de rentrer en Guinée et j'ai occupé de 2011 à 2015, je suis revenu dans ma filiale d'origine, à savoir Total Guinée, où j'ai occupé le poste de directeur général adjoint chargé des activités commerciales et des relations avec le gouvernement. Après 4 ans dans cette fonction-là, j'ai bénéficié d'une mutation en Sierra Leone en tant que directeur général de la filiale Total Sierra Leone et directeur représentant pays. Donc, c'est à partir de la Sierra Leone, après 18 mois, que j'ai rejoint la CBG suite à un appel à candidature. Donc, voilà modestement mon petit parcours. Un parcours qui est brillant, il faut l'avouer. On s'est rencontrés il y a disons, quelques mois sur l'événement le GIF. Et d'ailleurs, la compagnie des bauxites de Guinée avait accompagné donc la Guinée pour ce rendez-vous important. C'était du côté de Dubaï lors de l'expo Dubaï 2020. Aujourd'hui, parlons donc d'économie verte et de pratiques écologiques. La question que j'aimerais vous poser, celle de savoir en quoi l'aluminium aujourd'hui est si stratégique pour la transition énergétique. Effectivement, pour commencer, j'aimerais dire effectivement que la CBG, nous sommes dans le secteur de la chaîne de valeur de l'aluminium, en particulier la bauxite, depuis presque un demi-siècle. Donc effectivement, on a derrière nous un demi-siècle d'excellence opérationnelle. Mais avant de vous répondre à votre question, vous allez me permettre, pour vos téléspectateurs, l'aluminium, la bauxite est le minerai de base qui sert à la fabrication de l'alumine. Mais la chaîne de valeur est composée de la bauxite, l'alumine et l'aluminium. Il faut 4 tonnes de bauxite
pour faire 2 tonnes de l'alumine, et 2 tonnes d'alumine, on obtient 1 tonne d'aluminium. Donc l'aluminium est le produit fini. C'est tout un processus. Effectivement, à la suite de tout un processus qu'on appelle de raffinage et d'électrolyse, on obtient l'aluminium. Donc l'aluminium, aujourd'hui, est le second métal le plus utilisé dans le monde après le fer. Il est estimé que 35% des objets, des outils du quotidien, de notre quotidien, contiennent de l'aluminium. L'aluminium est un produit de première importance. Il est utilisé dans toutes les industries. Oui. J'étais en train de regarder quand je rencontrais la porte d'entrée. Oui. C'est important en aluminium. C'est beaucoup d'aluminium. Exactement. Nos installations donc, sur ce plateau. L'aluminium est utilisé dans l'industrie de la construction, l'industrie aéronautique, oui. L'industrie automobile, l'industrie du conditionnement, par exemple, les boîtes de coca, c'est de l'aluminium. Ce qui donne d'ailleurs une place très importante à la Guinée, quand on sait aussi que nous sommes deuxième exportateur mondial de bauxite. Effectivement, de nos jours, avec plus de 80 millions de tonnes, nous sommes deuxième exportateur de bauxite derrière l'Australie. Donc, pour revenir sur le pourquoi, comme vous le disiez, vous le demandiez, pourquoi l'aluminium est importante dans la transition énergétique. Oui. C'est lié aux qualités, aux caractéristiques de l'aluminium. La première chose, la plus importante, c'est que l'aluminium est un produit 100% recyclable. Et théoriquement, il est recyclable à l'infini. Oui. Donc, ça, les caractéristiques physiques de l'aluminium font que, c'est-à-dire les caractéristiques de légèreté, comme vous le savez, et en même temps de dureté et de facilité à travailler la malléabilité, et aussi les caractéristiques esthétiques font que l'aluminium est un produit très important pour la transition énergétique. Très bien. Je vais vous donner quelques exemples. Pour la transition énergétique, pour pouvoir se passer des énergies fossiles, on parle beaucoup de batteries, de panneaux solaires. Je vous dis que l'aluminium, exactement, l'aluminium est utilisé dans les batteries à lithium, utilisé dans les éoliennes, utilisé également dans les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est quelques exemples concrets qui montrent l'importance de l'aluminium. Un autre exemple aussi, nous avons tous entendu parler du fameux Dreamliner, c'est-à-dire le Boeing 787, dont l'efficacité énergétique permet de contribuer à l'atténuation de l'impact des gaz à effet de serre. Ça, c'est grâce aux alliages de l'aluminium qu'on a pu alléger et pu obtenir cette efficacité en matière de consommation de carburant pour ce type d'avion. Donc voilà globalement quelques exemples qui situent l'importance de l'aluminium dans la transition énergétique. Vous dites cela et on vous suit très bien. On comprend combien de fois cette chaîne que vous avez eu à décrire, qui part de la bauxite à l'aluminium, l'alumine, puis l'aluminium, on comprend qu'il y a des impératifs dans le travail. Nous avons été sur vos installations et on a compris combien de fois ce travail, il est pénible. Mais l'autre effort que vous faites et qu'on aimerait que vous nous expliquiez aujourd'hui, c'est comment vous faites pour atténuer ce travail difficile de vos employés sur le terrain. Quel est le secret? Alors, on ne va pas livrer les secrets, mais alors quelle est la méthode de la CBG pour rendre ce travail-là moins pénible? Alors, vous étiez en train de dire tantôt qu'on est le deuxième producteur mondial, effectivement. Oui. Aujourd'hui, le pays produit plus de 80 millions de tonnes, comme on le dit. Le plus important pour nous, vous avez utilisé aussi le terme d'exploitation. Oui. Nous, on parlera plutôt de mise en valeur. D'accord. Okay? Parce que pourquoi le terme mise en valeur est important? Oui. Aujourd'hui, il est estimé que la Guinée, notre pays, détient un quart des réserves mondiales de bauxite. Oui. Mais si cette bauxite-là n'est pas mise en valeur pour qu'elle profite à toutes les parties prenantes, ça reste juste de la latérite rouge qui n'a aucune importance. Et si je comprends bien, c'est-à-dire pour vous, il y aurait une différence entre
l'exploitation et la mise en valeur. Certainement. Et la CBG s'inscrit dans l'optique de la mise en valeur. Exactement. Comment? Alors, pourquoi on dit que la CBG s'inscrit dans la mise en valeur? Allons-y à l'origine de la création de la CBG. Allez-y. La CBG a été créée pour favoriser le développement économique de la Guinée, et en particulier la zone de Boké. Oui. C'est pour ça, dès l'origine, l'État a 49% de la CBG. De part d'investissement. 65% des revenus de la CBG reviennent à l'État guinéen. Directement. Directement. Ouais. Donc, quand je parle de mise en valeur... Excusez-moi, n'est-ce pas la première fois et n'est-ce pas la seule entreprise dans laquelle la Guinée est autant investie? À date, c'est la seule entreprise où l'État guinéen a plus de 20%, en tout cas dans le secteur bauxitique. Très bien. Voilà. Donc, la mise en valeur, l'objectif de la mise en valeur, c'est faire en sorte, comme je le disais, que toutes les parties prenantes bénéficient de cette mise en valeur. L'État, les communautés. Je vous donne un exemple. Je parlais de l'État tantôt. Oui. 65% des revenus. Depuis le début de nos opérations en 1973, oui, la CBG a contribué directement aux revenus de l'État pour plus de 5,3 milliards de dollars. Très bien. Ça, c'est pour l'État. Oui. En plus, pour les communautés, parce que les communautés ne doivent pas rester à la marge. Je parle de mise en valeur, de partage de cette création de valeur, de richesse, de cette création de valeur. Oui. Pour les communautés, depuis les années 80, nous avons investi plus de 62 millions de dollars. Je ne sais pas, vous me disiez que vos équipes, vous avez fait le tour. Oui. J'espère que vous avez eu l'opportunité de rencontrer... On n'a pas pu faire tout le tour, voilà, mais on a vu au moins l'essentiel. Au moins, j'espère que vous avez eu l'opportunité de rencontrer certaines communautés. Oui. Il n'y a pas une communauté autour de nos opérations aujourd'hui. Dans les 10 CRD qui sont autour de nos opérations, vous n'allez pas voir... Des communautés pas, oui, où vous n'avez pas soit une école construite par la CBG, soit un centre de santé, soit les points d'eau, les forages, les routes pour désenclaver les villages. On a vu des femmes fumeuses de poissons également qui sont accompagnées par la CBG. Exactement. Des agriculteurs qui sont également accompagnés par la compagnie des bauxites de Guinée. Exactement. Il y a l'électricité. Je me fais votre avocat, mais permettez-moi de le dire puisque j'ai été sur le terrain et j'ai vu ce que je suis en train de dire. En termes d'électricité, aujourd'hui à Kamsar, la CBG est le premier pourvoyeur d'énergie. Tout à fait. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour revenir à ça, ce qui est important, comme je dis, c'est cette mise en valeur et cette création de richesse. Mais ce qui est plus important que ça, c'est la façon de faire cette création, cette mise en valeur. Parce que, comme vous le savez, l'activité minière, c'est quand même une perturbation de la nature. Absolument. Donc, il est important de mettre en œuvre des standards, des normes, des procédures, des approches, des façons de faire, de telle sorte que les opérations aient le moins d'impact possible sur les communautés. Ça, je viens de donner quelques exemples, surtout sur l'environnement et la biodiversité. Par exemple, nous, aujourd'hui, plus de 90% des surfaces qui ont été minées par la CBG à date ont été réhabilitées. Et la plupart du temps, cette réhabilitation est faite en parfaite harmonie avec les communautés qui entretiennent des pépinières, et c'est les pépinières-là qui servent à replanter et reboiser les surfaces qu'on a mises en valeur, ou bien ce que vous appelez exploiter. Oui. On parlait du capital humain, et encore une fois, selon nos constats sur le terrain, voilà un autre élément que vous mettez beaucoup en avant. Le capital humain, à la fois on parle de vos travailleurs, et là vous avez parlé à l'occurrence des communautés qui sont autour de la CBG. Qu'est-ce qui fait la particularité? Et ça, je dis cela parce que nous avons vu également les travaux d'extension que la CBG a eu à entreprendre, des travaux de modernisation et d'innovation dans le cadre de l'exploitation, on va dire, de la mise en valeur, comme vous l'avez dit. À ce niveau, qu'est-ce qu'elle a été votre approche? Vous avez parlé du capital humain, mais pourquoi? Pourquoi vous vous préoccupez du capital humain et pourquoi pas les autres? Alors, nous avons la conviction que
la différence se fait sur le capital humain. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Pendant longtemps, nous étions tout seuls, comme vous le savez, dans la zone de Bokeh. Oui. Il y a d'autres entreprises qui se sont installées. Après, on en parlera, oui, absolument, on en parlera tout à l'heure, au fil de l'émission. Oui. Donc, dans la zone de Bokeh, nous produisions la même qualité de bauxite, la même matière, presque la même qualité, les mêmes teneurs, premièrement. Donc, la différence se fera sur la qualité des ressources humaines, parce que c'est les ressources humaines qui vont mettre en œuvre la vision de la compagnie et les stratégies de la compagnie. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des travailleurs qui préfèrent travailler, excusez-moi de la répétition, des employés qui préfèrent travailler avec la CBG plus que d'autres entreprises? Ah oui, mais certainement. Expliquez-nous. Les travailleurs préfèrent travailler pour la CBG, pour la façon dont nos employés sont traités. Aujourd'hui, nous employons directement 2300 employés à la CBG. Les 2300 employés sont logés et la majorité est logée et le peu qui n'est pas logé bénéficie d'une indemnité de logement. Ça, c'est très important. Ils bénéficient d'une couverture médicale à 100% tous nos employés. Je vais vous raconter une petite anecdote, M. Silla. Il y a 3 ans, on voulait renouveler parce qu'on a eu beaucoup de départs à la retraite. Et vous savez que notre compagnie, 99% de l'effectif est local guinéen, y compris moi-même en tant que directeur général. Le premier responsable exactement, de la compagnie. Plus de 80% du comité de direction est local. Donc, en termes de contenu local pour des questions d'emploi, nous sommes vraiment en avance. Donc, on a voulu chercher des ingénieurs. Nous n'avons pas trouvé d'ingénieurs parce qu'on avait beaucoup. Et finalement, je me suis assis avec mes équipes. J'ai dit, mais bon, puisqu'on n'arrive pas à trouver d'ingénieurs confirmés, beaucoup de Guinéens qui sont à l'étranger, on n'arrive pas à les attirer. Mais effectivement, essayons de mettre en œuvre ce qui a toujours réussi à la CBG. Je leur ai dit, vous vous rapprochez de l'Institut des mines et les écoles d'ingénieurs de l'université Gamal Abdel Nasser. Vous allez demander à ce qu'on vous donne les 5 lauréats par discipline. Je veux parler ici de la faculté de génie civil, de la faculté électromécanique, électrotechnique, la faculté de mécanique. Dont vous en avez besoin. On a besoin. Vous leur demandez sur les 2 dernières années de vous donner les 5 lauréats. On a eu 30 candidats. On dit on va les prendre en stage. Et puis après, on va faire les évaluations à mi-parcours 6 mois après. Et puis 12 mois après, ceux qui sont bons, ceux qui se montreront à la hauteur, on va les garder. Ce qui m'est arrivé et qui m'a peiné, et un jour j'ai demandé de me faire le point, ils m'ont dit oui, mais sur les 28, il y en a 2 qui ne se sont pas présentés. Et les 2, ce sont des filles. Oh là là. Je dis, mais pourquoi ils ne sont pas présentés? Et puis on m'a dit, mais il y en a une, elle n'a pas où loger à Kamsar. La seconde, elle n'avait pas de transport pour rallier Kamsar. Incroyable. J'étais vraiment peiné. Et comme vous devez vous en douter, moi je tiens à ce que les femmes soient encouragées dans les postes techniques et dans les postes mis en avant dans les postes techniques et dans les postes de responsabilité. Donc j'ai demandé à ce que les 30 stagiaires soient logés dans les camps qu'on avait utilisés. Vous parliez de notre projet d'extension, où les expatriés qui étaient venus pour travailler et loger, on les a logés. On leur avait donné des frais de bouche, une prime de plus d'1 million par mois. Et je peux vous dire que le bénéfice qu'on a récolté, c'était incroyable. 6 mois avant, mes directeurs sont venus me dire, monsieur le DG, c'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise dans cette compagnie depuis 30 ans. Donc, ça, c'est un exemple de ce que nous faisons en termes de capital humain. Donc, les 30 ingénieurs, à date, ont été embauchés, bénéficient d'un contrat, d'un CDI, les 30 ingénieurs. Donc, ce qui veut dire que les promotions, les 5 premiers
des deux promotions des facultés techniques de l'université Gamal Abdel Nasser et de l'Institut des géomines de Bokeh sont embauchés chez nous. J'allais dire justement, il y a aussi, je sais que vous êtes allé un peu plus loin, puisque vous accompagnez également le laboratoire. Oui. On est allé voir les installations. C'est aussi un esprit d'innovation de la CBG pour aller plus loin. Mieux que recevoir les stagiaires, vous allez à la base pour, encore une fois, qualifier les études de ces jeunes Guinéens qui sont dans ces universités. Effectivement, nous avons, à la suite de ça, signé des partenariats avec l'université Gamal Abdel Nasser, les écoles professionnelles dont le CFP de Bokeh, l'école professionnelle de la marine, parce que comme vous pouvez le voir sur les images, on a besoin des pilotes de remorqueurs qui travaillent dans le bassin de Kamsar pour faire sortir les navires. Nous sommes allés sur le quai. On a été témoins donc de ce phénomène, on va dire, de transition. En termes de qualité, la CBG, aujourd'hui, après, on me dira peut-être que je fais de la publicité, mais en termes de qualité, la CBG exporte les meilleures qualités de bauxite à l'extérieur du pays. Et justement, parlant de cela, vous n'êtes plus les seuls, que ce soit à Kamsar, à Bokeh ou à Sangaredi. Comment se déroule ce maillage avec les autres entreprises? Parce que ce qu'il faut peut-être craindre, c'est la course vers l'exploitation, ce qui n'est pas dans votre logique. Comment ça se passe, cette collaboration avec les autres entreprises? Alors, la collaboration avec les autres entreprises se passe très bien. Oui. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, grâce à la présence de CBG, ça a favorisé l'arrivée et la montée rapide pour aller à la production de certaines entreprises minières, pour ne pas nommer GAC ou Kobad. Oui. Vous savez qu'actuellement, et ça c'est à l'origine, c'était prévu comme ça dans la convention de CBG, à savoir que les infrastructures logistiques, notamment l'infrastructure ferroviaire, qui est la propriété de l'État, in fine, devait servir à un usage devait faire... Que chacun pouvait l'utiliser une fois à l'exploitation. Était à usage multiple et multi-utilisateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous y aviez pensé? Que d'autres sociétés pouvaient, dans certaines conditions, utiliser le chemin de fer et que le chemin de fer pouvait servir à d'autres activités que la mine. C'était comme ça à l'origine. Voilà, par exemple. Mais ça veut dire que la CBG a pensé à ça bien avant, disons, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, je sais que, excusez-moi, je termine sur ça, je sais que le débat dans certaines structures minières, c'était l'exclusivité de la voie ferrée pour ces entreprises. Et vous, ça veut dire qu'il y a plusieurs décennies, vous y aviez déjà pensé et anticipé ces éléments. Quand vous regardez la convention de base de la CBG, cette provision existe déjà dedans. Ce qui veut dire que les fondateurs de la CBG, notamment l'État guinéen qui est actionnaire, avaient déjà anticipé ça. Et c'est ce que nous avons commencé à mettre en œuvre en 2015, quand les nouveaux projets, les nouvelles conventions ont été signées entre l'État guinéen et GAC, d'une part, et l'État guinéen et Kobad. Donc, nous avons signé ce qu'on appelle l'accord multi-utilisateur entre la CBG, qui est l'opérateur historique, l'ANAIM, qui est le propriétaire des infrastructures ferroviaires, Kobad et GAC, pour augmenter la capacité du chemin de transport du chemin de fer pour la porter de 18 millions de tonnes à 51 millions de tonnes. Nous avons lancé ce projet-là qui est en cours d'exécution. Mais avant même l'aboutissement du projet qui va être dans quelques mois, ces sociétés-là opèrent déjà. Ce qui veut dire que grâce à la participation de la CBG, où nous sommes opérateurs, c'est-à-dire c'est nos conducteurs, les locomotives qui vont chercher les wagons chargés et les wagons vides de ces deux sociétés-là pour faire le transport sur le chemin de fer. C'est pour dire que la CBG, nous sommes plutôt dans la dynamique et l'état d'esprit
des pères fondateurs de la CBG, à savoir favoriser le développement économique de la Guinée et de la région de Bouquet. Nous ne les voyons pas en tant que concurrents. Oui. Ce qui est important pour nous, comme on le dit, c'est que nous travaillons ensemble à hisser les standards du secteur afin que l'impact des opérations minières soit minime sur l'environnement et les communautés. À présent, on va venir à cette déclaration du chef de l'État, du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Il vous a rencontré dès après sa prise du pouvoir et quelques mois après. Il a souhaité et il a demandé aux entreprises de pouvoir s'investir dans le domaine de la transformation de l'alumine sur place. Cela équivaut à des exigences sur le plan énergétique, on en a parlé en début d'émission. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, c'est une ambition qui est possible et réalisable? D'entrée de jeu, ce que je voulais dire, c'est que cette demande, cette ambition politique de Monsieur le Président de la Transition est légitime. Ça, c'est très important d'entrée de jeu de le préciser. Une fois qu'on a dit ça, il est important de savoir que les projets de raffinerie comportent des défis. Moi, je ne veux pas utiliser le terme d'obstacle, je parle de défi. Ce qui veut dire que si toutes les parties prenantes travaillent ensemble, nous devrons pouvoir arriver à surmonter ces défis-là afin que les projets, un ou plusieurs projets de raffinerie, voient jour en République de Guinée. Et personnellement, il faut la coordination. Première des choses. Personnellement, j'y crois. Ce que je veux dire, mais c'est des problématiques qui sont complexes, qui nécessitent la participation, un travail en bonne intelligence de toutes les parties prenantes. Je vous donne un exemple, comme vous le disiez, comme vous l'anticipiez. Un des sujets compliqués en matière de raffinerie aujourd'hui, c'est les questions énergétiques. La source d'énergie à utiliser, la disponibilité de l'énergie. On vient de voir que la volatilité sur le marché international, avec la guerre en Ukraine, en 6 mois, les prix sont passés, ont été presque multipliés par 2 fois et demi par rapport il y a 2 ans. Les prix de l'énergie ont été multipliés par 2. Aujourd'hui, vous voyez la grosse crainte pour des pays qui sont soi-disant plus développés que nous, à savoir l'Europe aujourd'hui. Ils se demandent est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face à leurs besoins. Donc ça, c'est un exemple pour dire que c'est des problématiques complexes sur lesquelles c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Je pense que c'est ce qui est en cours actuellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans le cas particulier de la CBG, effectivement, nous, en 2018, le conseil d'administration m'a mandaté de relancer les études pour ce projet de raffinerie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place une équipe. Nous avons recruté une firme d'ingénierie de réputation internationale qui a livré les premières étapes. Vous savez, pour des projets complexes comme ça, il y a plusieurs étapes d'études. Les études de faisabilité ont été livrées. Nous avons présenté ce résultat à notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration nous a mandaté de traiter des questionnements qui étaient sortis de cette étude pour lesquels on n'avait pas encore de réponse précise. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. On va avancer. L'exclusivité des résultats? Non. Mais, comme je dis, c'est ce qui me rend confortable sur le fait que, confiance sur le fait que, dans le futur, on peut avoir des raffineries en Guinée. Alors, on va à présent terminer cet entretien par un élément non moins important, c'est l'aspect écologique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se faire une projection de l'investissement de la CBG dans le domaine de l'écologie, réhabilitation des terres, accompagnement des localités qui ont été impactées? Alors, pour l'impact écologique, ce que nous faisons, c'est, avant d'impacter, quelles sont les mesures que nous prenons avant de remettre? Vous savez, en matière de préservation de l'environnement, il y a des étapes. La première des choses à faire, c'est éviter de perturber. Quand vous n'avez pas le choix, vous faites en sorte que vous atténuez.
Quand vous ne pouvez pas atténuer, en ce moment, vous rentrez dans une compensation. Ce que vous avez perturbé ici, réparation. exactement, vous essayez, si vous ne pouvez pas le réparer ici, c'est ce qu'on appelle en anglais l'offset, vous essayez de le reproduire ailleurs pour que votre impact global soit, comme on dit, net positif. Donc, c'est ça déjà l'approche, ce que je dis, ce qui est important. Mais maintenant, une fois que c'est fait, il faut y remédier. C'est ce que nous avons fait. Je vous disais tantôt que depuis le début de nos productions, toutes les surfaces que nous avons minées, 90% de ces surfaces-là ont été réhabilitées aujourd'hui. Et notre objectif est de n'avoir qu'un an de gap, c'est-à-dire une fois qu'on a exploité une surface et qu'on a fini de l'exploiter, on ne revient plus là-dessus, qu'il n'y ait qu'un an avant que nous commencions à réhabiliter. Et c'est l'objectif là qu'on s'est donné. Très bien. Je termine cet entretien par une dernière question qui me tient à cœur. Et cela, c'est eu égard à votre slogan. C'est dit que la CBG, c'est une entreprise avec un visage humain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu prétentieux? Est-ce que vous voulez dire que c'est prétentieux? Est-ce que c'est prétentieux? Non, comme je dis, la CBG, effectivement, c'est une entreprise qui est à visage humain. Oui. Je vous ai cité tout ce qu'on a fait pour les communautés, que nous continuons à faire. Je vous rappelle que depuis 2018, nous avons encore augmenté notre contribution. On est passé d'environ 600 000 $ par an à 2,5 millions de dollars. Oui. Et cette augmentation, on a décidé de réorienter notre stratégie d'accompagnement, de soutien aux communautés. Les infrastructures, on en a suffisamment fait. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est travailler sur ce que nous appelons les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire faire en sorte que aider les communautés en ciblant en particulier les jeunes et les femmes afin qu'ils puissent vivre de leur activité, les accompagner, afin qu'ils puissent vivre de leur activité, que ce soit par exemple l'agriculture, l'apiculture, le maraîchage. Donc voilà ce qu'on fait. Effectivement, on peut dire que le CBG... fait de vous une entreprise qui a un visage humain. Exactement. Voilà, M. Souleymane Traoré, c'est la fin de cet entretien au compte de l'émission La Guinée qui bouge. Peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs? Alors, un dernier mot pour les téléspectateurs. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. J'espère que j'ai pu faire découvrir la CBG à nos concitoyens. Comme j'ai l'habitude de dire, la CBG, c'est un patrimoine national que nous tous, nous avons le devoir de protéger, de consolider et de faire évoluer. Je vous remercie. Voilà. Merci encore une fois, M. Souleymane Traoré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir. Plaisir partagé. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est une exclusivité que nous avons parce que vous ne vous prêtez pas très souvent aux questions des journalistes dans le pays. Donc, c'est une confiance que notre média, Joma Média, peut vraiment s'en féliciter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous le savez, moi, je vous donne rendez-vous sur un autre plateau pour un autre numéro et pour une nouvelle découverte de ceux qui font bouger la Guinée. À très bientôt.